Les tueurs en série. Il a à son actif le plus grand nombre de morts attribués à un tueur en série dans l'histoire des États-Unis. Un Américain moyen qui tue des Américaines moyennes. Quelle force les pousse à commettre ces atrocités? Les victimes avaient été éventrées et leurs organes enlevés. La nature? Son père était un délinquant sexuel notoire. C'était l'homme le plus dérangé que je n'ai jamais connu. Ou la culture? Un jour, son père s'est mis à casser tous les doigts de sa mère un par un et devant les enfants. Ted Bundy a sauvagement assassiné de belles jeunes femmes aux États-Unis. Il avait l'air investi d'une mission. Le central a dit « on a 2 mortes et 2 mourantes ». Ce tueur charismatique a même réussi à tromper ses meilleurs amis. Je travaillais avec l'homme le plus dangereux de la côte ouest et je ne m'en suis jamais douté. Et a échappé aux forces de l'ordre. C'était un brillant prédateur. Son organisation était digne d'une opération militaire. Il est devenu le tueur en série le plus connu de l'histoire des États-Unis. Mais Ted Bundy était-il un tueur né? Ted Bundy naît Theodore Robert Cowell en 1946 d'une mère seule dans l'État du Vermont. Âgé de 22 ans à l'époque, sa mère Louise est rejetée de la société pour avoir eu un enfant hors mariage d'un père inconnu. Afin de protéger leur fille, les parents de Louise ont caché qu'elle avait passé 3 mois dans un foyer pour filles-mères dans le Vermont. Du coup, il a grandi persuadé que ses grands-parents étaient ses parents et sa mère sa grande sœur. Ça a dû être très perturbant pour lui. Il ne savait pas qui il était. Quand Ted atteint l'âge de 4 ans, sa mère, qu'il prend pour sa sœur, l'emmène à Tacoma dans l'État de Washington pour y refaire sa vie. Là, elle épouse un cuisinier militaire, Johnny Bundy, qui l'adopte. Ted Bundy grandit au milieu des non-dits et de l'incertitude. Au lycée, il traînait avec les cadors, mais il n'en était pas un. On se moquait de lui. Il n'était pas considéré comme un pauvre type et il était plutôt joli garçon, mais il était différent. Pour résumer sa personnalité, il était plutôt timide. Il avait peur de se lancer et probablement de livrer ses pensées les plus profondes. Adolescent, Bundy apprend enfin la vérité sur ses vrais parents. Tout ce qu'on lui avait appris auparavant n'était en réalité qu'un mensonge. Dans de telles circonstances, il paraît normal qu'il ait du mal à accorder sa confiance et qu'il peine à nouer des liens solides avec ceux qui lui ont menti. Le jeune Bundy commence à avoir des démêlés avec la justice. Il commet des actes de délinquance et n'arrive pas à garder un emploi. Mais en 1966, il entre à l'université de Washington à Seattle, où il semble s'épanouir. On le trouvait charmant, bien habillé, cultivé. Et à cette époque, c'était la seule chose qui comptait aux yeux des gens. Ted était populaire à l'université de Washington.
Ses professeurs l'estimaient et le trouvaient brillant. Des recherches ont démontré que les gens plus beaux reçoivent de meilleures notes, obtiennent de meilleurs postes, et que les gens moins beaux ne réussissent pas aussi bien. Alors à un moment donné, comme il était si beau garçon, tout le monde a plus ou moins ignoré cette absence d'émotion qui l'habitait, ce gouffre qui était au fond de lui. À l'époque, Ann Rule, aujourd'hui auteure à succès, est bénévole dans un service d'écoute pour les personnes suicidaires quand elle rencontre le séduisant et charismatique Ted Bundy. Ted et moi, on formait un binôme. Ted était merveilleux au téléphone. Il était plein d'empathie. Il s'intéressait à ces personnes. Je le revois encore, penché sur son bureau au téléphone. À plusieurs reprises, on a sauvé des vies. Quelle ironie du sort. Mais c'était le gentil Ted qui me raccompagnait jusqu'à ma voiture à 2 heures du matin, à la fin de ma permanence, et qui me disait « Anne, verrouille les portières. Je ne veux pas qu'il t'arrive malheur en rentrant. » Je travaillais avec l'homme le plus dangereux de la côte ouest, et je ne m'en suis jamais douté. Dan Lazares, un jeune étudiant en droit, loge dans la même résidence que Bundy. Cet être apparemment brillant et doué. Le Ted Bundy que j'ai connu avait quelque chose de plus que les autres. Du charisme. Il était séduisant et j'aurais bien aimé lui ressembler. Il s'exprimait clairement, il était intelligent, modeste, arrogant et sûr de lui, mais avec une ingénuité désarmante. À l'université, Ted a rencontré la femme de ses rêves. Il m'a dit « C'est la fille idéale ». Elle était belle, riche, populaire, et il était vraiment amoureux d'elle. Mais au bout d'un peu plus d'1 an de relation, la fille idéale de Bundy commence à douter. Elle s'est rendue compte qu'il n'allait nulle part. Il parlait de politique, il parlait de devenir avocat, mais il n'avançait pas. Il ne concrétisait rien. Alors elle a rompu avec lui. Ça l'a dévasté. Ça a été le facteur déclencheur, selon moi. Bundy a très mal vécu ce sentiment de rejet et il a décidé de trouver un moyen de la reconquérir. Bundy se lance dans le monde bouillonnant du droit et de la politique et se forge une réputation d'étoile montante au sein du Parti républicain. En même temps, il n'oublie pas la femme de sa vie. Début 1974, Bundy jouit d'un avenir très prometteur et il a réussi à conquérir sa belle. Des projets de mariage sont en cours. Puis, soudainement, il coupe tout contact avec elle. Le 1er février 1974, Linda Ann Healy, une belle étudiante de 21 ans, douée pour la musique, est attendue à la station de radio locale pour enregistrer son bulletin météo quotidien. Ce jour-là, elle ne vient pas et ne se présente pas non plus en cours. Finalement, comme elle rate également un repas de famille, ses colocataires commencent à s'inquiéter. Ils appellent la police qui fait une découverte déconcertante. Elle avait disparu. Son lit était fait, mais quand les policiers ont retiré les couvertures, il y avait suffisamment de sang sur le matelas et les draps pour supposer qu'une personne était soit morte, soit grièvement blessée. Elle portait sa chemise de nuit parce que l'encolure était tachée de sang. Il l'avait enlevée pour qu'elle porte d'autres vêtements. Elle avait disparu. Pendant les 6 mois qui s'ensuivent, la police de Seattle peine à expliquer cette mystérieuse disparition. Et puis, les unes après les autres, de jeunes étudiantes se volatilisent.
Donna Manson, 19 ans, est aperçue pour la dernière fois alors qu'elle se rend à un concert. Un concert qu'elle ne verra jamais. Suzanne Rancourt, 18 ans, disparaît alors qu'elle traverse à pied le campus de la faculté d'Ellensburg en pleine nuit. Une étudiante de 22 ans, Roberta Parks, est portée disparue à l'université d'Oregon. Brenda Ball, 22 ans également, se volatilise en quittant le bar d'un quartier de Seattle. Et Georgianne Hawkins, 18 ans, est sur le point de finir sa première année, s'évanouit mystérieusement dans la nature aux abords des résidences d'étudiantes après avoir rendu visite à des camarades de promo. Elle n'avait que 4 bâtiments allongés pour rentrer, mais elle n'est jamais parvenue chez elle. Toutes les victimes avaient de longs cheveux châtains séparés par une raie au milieu. Toutes étaient minces, jolies et brillantes. Toutes ressemblaient à la fille idéale de Bundy. En général, il existe des traits communs entre les victimes des tueurs en série. Ils ont un type de victime. C'est presque comme si Bundy essayait de prendre sa revanche sur cette femme en particulier, une classe sociale en particulier, un type de femme en particulier. Il avait l'air investi d'une mission. La disparition de ces 6 jeunes femmes soulève une question. Comment ont-elles pu être enlevées sans qu'on ne trouve de traces de lutte, d'indices ou de témoins? Alors que Bundy continue à faire régner la terreur, une réponse à faire froid dans le dos se dessine. En 1974, dans le nord-ouest des États-Unis, 6 étudiantes, jeunes, jolies et brillantes, ont été enlevées par le tueur en série Ted Bundy. Elles se sont tout simplement envolées et les forces de l'ordre restent perplexes, sans l'ombre d'un suspect. Comment Bundy a-t-il kidnappé ses victimes sans se faire remarquer et sans laisser de traces? Il savait qu'il devait établir un contact avec une victime adéquate. Mais comment s'y prendre pour convaincre cette femme de monter dans sa voiture ou l'éloigner d'un endroit où elle pourrait rencontrer des amis? Ce mystère est sur le point d'être résolu. Le parc du lac Sammamish est un lieu de loisirs populaire parmi les jeunes gens de Seattle. Le 14 juillet 1974, Dawn Saunders fait partie des adolescentes qui se promènent au bord du lac. C'était un beau dimanche après-midi ensoleillé. On allait au parc à la moindre occasion et avec mes copines, comme toutes les ados de 14-15 ans, on s'est rendu là-bas pour voir si on rencontrerait du monde. Et en gros, quelle bêtise on pourrait faire. Ce dimanche de juillet, il faisait très chaud. Et dans ces cas-là, le parc est toujours assailli. Les gens font la queue en voiture dans l'espoir de trouver une place de parking. Ce parc est très vaste, c'est l'un des plus fréquentés de l'État. Une de nos amies a été abordée par un jeune homme avec un plâtre pour qu'elle l'aide à descendre un truc du toit de sa voiture. Ces jeunes ne seront pas les seuls à être sollicités par un homme au bras cassé. Elle avait 17 ans, de beaux cheveux châtains tombant sur ses épaules, les yeux noisettes. Elle ne l'a pas suivi, ça s'est arrêté là. Selon toute vraisemblance, il s'agit de Bundy affublé d'un faux plâtre. Des témoins remarquent qu'une jeune femme seule est abordée d'une manière similaire. Janice Ott était seule, assise sur sa serviette de bain, quand un homme séduisant est venu lui demander de l'aider à descendre son canoë de sa voiture. Il lui a dit « c'est juste là, dans le parking ». Elle a accepté et l'a suivi.
On ne l'a plus jamais revu. Les détails de la disparition de Janice Ott expliquent comment Bundy a enlevé au moins 7 jeunes femmes sans attirer l'attention. La méthode de Bundy était très intelligente. Il portait un plâtre sur son bras, faisait semblant d'être blessé et demandait de l'aide. Évidemment, il s'agit simplement de créer un contact. Une fois qu'il a établi le contact, il bénéficie de circonstances qui lui facilitent les choses pour tuer. Cependant, les événements singuliers de cette chaude journée de juillet ne s'arrêtent pas avec la disparition de Janice Ott. À peine quelques heures plus tard, Bundy revient se promener au milieu de 40 000 personnes profitant du soleil. Un peu plus tard dans l'après-midi, Denise Lasloon passe du temps avec son amie et un autre couple. Elle part aux toilettes. Les WC sont situés dans un petit bâtiment en béton, à l'écart. Elle est partie et elle n'est jamais revenue. Bundy a enlevé 2 jeunes femmes dans un lieu très fréquenté le même après-midi au grand jour. Le bénéfice psychologique qu'il avait retiré de son premier meurtre ne lui suffisait pas. Il avait besoin de plus. Le meurtre en série est la conséquence d'un fantasme qui se raffine au fil du temps, si bien qu'au final, un seul meurtre ne suffit plus. Son fantasme requérait 2 victimes. À l'aide d'hélicoptères et de chiens, la police fouille une vaste zone autour du lac Sammamish. Mais sans résultat. Les filles se sont volatilisées. Son copain l'avait accompagnée au parc ce jour-là. Pendant les recherches, il restait appuyé contre sa voiture, à pleurer tellement il craignait le pire. Mais l'audace de Bundy le trahit. Il y avait tellement de monde au parc ce jour-là que la police a rassemblé suffisamment d'éléments pour identifier cette personne comme étant un certain Ted. Des gens l'ont entendu se présenter à Janice Ott et l'ont vu partir avec elle. En une semaine, la police a établi un portrait robot. Et en fait, c'était Ted Bundy. Quand j'y repense, son attitude me semble beaucoup moins innocente. Malgré le prénom et la description du suspect, aucun de ses proches ne fait le lien entre le jeune et charismatique Ted Bundy et l'homme qui a kidnappé au moins 8 femmes. Quand c'est arrivé, on a parlé avec mes amis de ce fameux Ted qui conduisait une coccinelle. Et on a plaisanté là-dessus en disant qu'il devait s'agir de Ted puisqu'il n'était jamais là. Mais bien sûr, ça n'avait rien de sérieux étant donné sa personnalité. Il était impensable qu'il soit impliqué dans cette affaire. Si les tueurs en série portaient des cornes sur la tête, on pourrait les éviter. Malheureusement, ils sont souvent très charmants, très séduisants. On ne doit pas se représenter les tueurs en série avec une queue fourchue et un trident, parce qu'en réalité, ils revêtent le costume de la banalité. En 1974, à la mi-septembre, Bundy déménage à Salt Lake City pour faire des études de droit à l'université de l'Utah. Il s'installe dans l'Utah et des filles commencent à disparaître dans les banlieues de Salt Lake City.
Tout se passe de la même manière que les disparitions dans l'État de Washington. Au cours des 3 mois suivants, 4 jeunes femmes sont retrouvées mortes, violées. Rien n'arrête Bundy. Son organisation était digne d'une opération militaire. Quand il planifiait un meurtre, il suivait une procédure. Il disposait de certains outils, il se préparait minutieusement et passait en revue les moindres détails. Il excellait dans l'art de s'en sortir sans être inquiété par les forces de l'ordre. C'était un brillant prédateur. Mais en novembre 1974, Bundy commet une erreur de taille. Il a tenté de kidnapper une jeune femme appelée Carol Daronch à Salt Lake City. Il lui a dit qu'il était agent de police et que quelqu'un avait tenté de voler sa voiture. Ils n'ont pas pu passer par la porte de derrière d'un centre commercial qui donnait soi-disant sur un poste de police, alors il l'a conduite à sa voiture pour l'emmener. Elle a tout compris quand il a essayé de la menotter. Elle a sauté du véhicule en marche et s'est enfuie. Carol Daronch s'est échappée, mais son agresseur est dans la nature. Au cours des 7 mois suivants, 6 autres jeunes femmes sont enlevées dans les États de l'Utah et du Colorado. Toutefois, le 16 août, la chance de Bundy tourne. Un officier de police de l'Utah l'a repéré en train de rôder à bord de sa coccinelle. Il l'a arrêté pour possession de matériel de cambriolage. Au cours d'une séance d'identification, Carol Daronch est tombée sur une photo de lui prise au poste et elle a réussi à l'identifier. Ted Bundy s'est fait prendre. Il est accusé et reconnu coupable de tentative d'enlèvement sur Carol Daronch et condamné à purger une peine de 15 ans de prison. Mais Ted Bundy est sur le point de réaliser un exploit qui lui permettra de retrouver la liberté. La liberté de tuer à volonté. En 1977, Ted Bundy a été condamné pour tentative d'enlèvement sur la personne de Carol Daronch dans l'Utah. La police est convaincue que Bundy est un tueur en série et le transfère dans le Colorado pour qu'il réponde de l'enlèvement et du meurtre de Karen Campbell, âgée de 24 ans, dans la ville de Snowmass. Bundy est jugé à Aspen. S'il est condamné, il passera sa vie derrière les barreaux. Mais Ted Bundy a d'autres projets. Il a demandé à la Cour s'il pouvait se représenter lui-même, ce qui exigeait qu'il sorte de prison pour être conduit dans une bibliothèque spécialisée en droit, par exemple. Et ces endroits étaient bien moins sécurisés que sa cellule. Le 7 juin 1977, à l'occasion d'une suspension des débats, Bundy demande à avoir accès à des livres de droit. Comme il était son propre avocat, il pouvait travailler à la bibliothèque du tribunal. Il a sauté par la fenêtre et il s'est enfui. Bundy a déjoué la surveillance de ses gardiens. Il est libre. Il se mêle à la foule des rues d'Aspen et se dirige vers la montagne. Pour Bundy, c'est la preuve de sa capacité à déjouer le système judiciaire pénal. Il se considère plus intelligent que tous ces officiers de police, tous ces inspecteurs qui lui ont permis d'aller à la bibliothèque et d'effectuer des recherches pour son procès à venir. Pendant 8 jours, Bundy se cache dans la nature, s'abrite dans des cabanes abandonnées et vole de la nourriture aux campeurs. Entre-temps, la police, penaude, se lance désespérément à sa recherche. Il existe une part d'égocentrisme chez les tueurs en série. Ils se considèrent comme les plus intelligents, les plus doués, les plus rusés. Ils se prennent pour le centre du monde. Après des jours passés dans la nature, Bundy ose revenir à Aspen pour y voler une voiture, mais ça ne se passe pas comme prévu.
Il s'est approché d'un barrage de police, il s'est fait repérer, il a fait demi-tour, alors les policiers l'ont poursuivi et l'ont arrêté. Bundy est de retour à la prison du comté de Garfield, à Glenwood Springs, dans le Colorado. La sécurité est renforcée et les autorités sont sûres que le détenu est incarcéré pour de bon. Mais une fois de plus, Bundy voit les choses différemment. Il avait toujours une idée derrière la tête. Il ne fallait pas l'oublier. Le 30 décembre 1977, Ted Bundy passe à l'action. Comme il avait perdu du poids, il a décellé l'applique d'un néon et il a réussi à se glisser dans le plafond pour atteindre un placard dans le quartier des Geôliers. Et de là, il s'est enfui. Le temps que le personnel pénitentiaire découvre qu'il s'est évadé, Bundy a déjà parcouru 1500 km pour rejoindre Chicago. Bundy passe le réveillon dans un bar d'Ann Arbor, une ville du Michigan, et prend ensuite le car en direction de Tallahassee, en Floride. Sous une fausse identité, il loue une chambre d'étudiant au cœur du campus de l'Université de Floride. Après 18 mois de détention, le plan de Bundy a fonctionné. Il s'est joué des représentants de la loi et jouit enfin de sa liberté. Mais ça ne lui suffit pas. Les tueurs en série adorent évoluer au cœur des drames qu'ils provoquent. Quand Bundy déménage en Floride, il n'a plus le statut dont il jouissait indirectement dans la presse ou à la télévision, dans l'Utah, le Colorado ou l'État de Washington. Il est à nouveau personne au lieu d'être quelqu'un. Or Bundy veut être quelqu'un. Alors, il doit agir pour retrouver l'attention dont il a tant besoin afin de démontrer sa puissance face à cette société qu'il abhorre. Dans la nuit du 14 janvier 1978, une semaine après son arrivée à Tallahassee, Ted Bundy frappe de nouveau. Vers 3 heures du matin, une jeune femme appelée Nina Norrie retourne dans sa résidence d'étudiante. Elle monte l'escalier et aperçoit un homme s'enfuir de la maison. Il semble avoir un bâton à la main. À l'étage, elle réveille la présidente de sa sororité. Là, Karen Chandler sort de sa chambre et elle lui dit « Tu as vu ?» avant de se rendre compte que Karen est en train de saigner. Le sergent James Sewell est l'assistant du chef de la police. Cette nuit-là, son téléphone sonne. Le central a dit « On a 2 mortes et 2 mourantes ». Sewell est le premier policier en civil sur les lieux. Quand je suis arrivé, je suis monté dans la chambre de Margaret Bowman. Elle était morte étranglée, d'après les observations de nos agents. Un collant en nylon est noué autour du cou de Margaret Bowman. Elle a été assommée avec une branche si violemment qu'elle en a eu le crâne fracassé. Imaginez les pires détails d'un tabassage en règle et vous aurez une idée. À l'autre bout du couloir, la police découvre une autre victime. Lisa Levy avait aussi été passée à tabac et apparemment étranglée. Lisa Levy, âgée de 20 ans, gît dans son lit sur le flanc, les draps remontés sur ses épaules. Elle a été violée avec un objet, victime d'une agression sauvage. Lisa avait été mordue au niveau de la poitrine et du postérieur. 2 autres filles, Karen Chandler et Kathy Kleiner, ont aussi été assommées. Elles ont survécu de justesse. Les sentiments accumulés avaient explosé sous forme de folie meurtrière dans cette résidence. Une vraie folie meurtrière. Les tueurs en série n'ont pas de limite. Donc s'il y a un facteur déclencheur, ils ne deviennent pas en colère mais enragés.
au point que la cruauté de leur meurtre est telle qu'elle en devient inconcevable. On se demande comment une personne aussi bien élevée a pu faire subir de telles atrocités à un autre être humain. Cela ne fait que 2 semaines que Bundy a fui le Colorado. Presque 3 semaines après les agressions de la résidence d'étudiantes, on signale le vol d'un van blanc appartenant au service de presse de l'Université de Floride. 4 jours plus tard, il refait surface. À 150 km de là, à Lake City. Kimberly Leach, une jeune collégienne de 12 ans, s'aperçoit juste avant son cours de sport qu'elle a oublié son sac dans la salle de classe. On l'autorise à aller le chercher. Elle ne reviendra jamais. Ce matin-là, un témoin a vu la jeune fille, au bord des larmes, poussée sur le siège passager d'un van blanc par un homme en rogne. Il pense qu'il s'agit d'un parent en colère. Ce même matin, un autre témoin remarque un van blanc qui fait un violent écart sur l'autoroute. Le conducteur hurle en direction du siège passager. Quelques jours plus tard, le van blanc de l'université volé à Tallahassee est retrouvé. Son conducteur avait parcouru 800 km environ. À l'intérieur, on a trouvé des signes de blessures, des branches, des feuilles, des cheveux et des fibres, ainsi qu'une étiquette avec un prix dessus. On pense qu'il est allé acheter un très grand couteau, un couteau de chasse, et que c'est l'arme qu'il a utilisée pour tuer Kimberly. Il s'écoule 2 mois avant que la police ne découvre dans les bois la dépouille de Kimberly jetée dans une soue à cochons abandonnée à 40 km de chez elle. À 1h30 du matin, le 15 février, à Pensacola en Floride, un homme au volant d'une coccinelle fait preuve d'un comportement suspect. L'individu au volant de la coccinelle rôdait à l'arrière de certains magasins de Pensacola. Il a été repéré par un officier de police qui a tenté de l'arrêter, mais ce type a sauté dans son véhicule et a pris la fuite. S'ensuivent alors une course-poursuite et une altercation avec un coup de feu. Le suspect rate l'agent et il est conduit en détention. Au départ, il prétend s'appeler Ken Meister, mais il finit par donner son nom, Theo Robert Bundy. Ceux qui avaient connu le jeune Ted plein de charisme sont abasourdis. Quand Ted Bundy a été arrêté, j'étais stupéfait. Les bras m'en sont tombés. Ted Bundy est à nouveau incarcéré, mais sa capture n'est que le début d'un curieux spectacle qui durera 11 ans. Nous sommes en 1979 en Floride. Ted Bundy a enlevé et tué des dizaines de jeunes femmes à travers 5 États et s'est évadé par 2 fois. L'heure du jugement est venue. Bundy sera jugé 2 fois. D'abord pour les agressions sauvages perpétrées dans la résidence d'étudiantes de Tallahassee. Ensuite, pour le kidnapping et le meurtre de la petite Kimberly Leach à Lake City. Le 25 juin, Ted Bundy se présente à la barre. Indiquez votre nom. Theodore Robert Bundy. L'ancien étudiant en droit, en dépit des conseils de son avocat, décide de se défendre lui-même. Les tueurs en série font tout pour être au cœur des événements.
Se défendre lui permettait d'être sous le feu des projecteurs, et bien sûr dans son fantasme. Bundy était un étudiant en droit brillant et aurait pu devenir un bon avocat. Cela rejoint le fait que les tueurs en série se contentent d'agir en surface. Étudier afin d'obtenir un diplôme de droit, par exemple, ne les intéresse pas. Tout n'est qu'apparence, tout est creux. Ce n'est qu'un fantasme. Mais en le concrétisant grâce à sa plaidoirie, il est au cœur des événements. Vous avez rencontré Theodore Robert Bundy le 16 août 1975. Dans une affaire pénale aux États-Unis, il faut prouver une culpabilité dite hors de tout doute raisonnable. Il pensait qu'il pouvait instiller suffisamment le doute pour être déclaré non coupable. Il faisait preuve d'assurance, il posait de très bonnes questions, mais il a oublié la première leçon enseignée en école de droit, à savoir ne jamais se représenter soi-même. En assurant sa défense, Bundy contre-interroge des témoins et des victimes vulnérables, une tactique qui entache définitivement son image aux yeux des jurés. Au cours des débats contradictoires au tribunal, ses lacunes, son incapacité à se défendre parce qu'il est coupable, deviennent flagrantes. Selon moi, c'était vraiment un mauvais calcul de la part de Bundy. Ne me pointez pas du doigt. Ne me pointez pas du doigt, jeune homme. Pendant le procès, deux éléments scelleront son sort. Carole Daronche l'identifie formellement comme l'homme qui a tenté de la kidnapper dans un centre commercial de l'Utah. Mais il y a encore plus accablant. Les marques de morsures retrouvées sur le corps de Lisa Levy. Anne Rule assiste aux audiences. Elle n'arrive toujours pas à croire que cet ami et ancien collègue dans un service d'écoute pour personnes suicidaires est un cruel tueur en série. Un après-midi, le docteur Richard Souvron est venu faire sa déposition. Il est dentiste médico-légal. Il a démontré que Ted avait mordu deux des étudiantes de la résidence et laissé des empreintes dentaires sur la poitrine et le postérieur d'une des mortes. Nos dents peuvent nous identifier aussi bien que nos empreintes digitales. Et le docteur Souvron a prouvé que ces marques correspondaient exactement à la denture de Ted, qui était singulière. D'après lui, il ne faisait aucun doute que Ted Bundy avait mordu cette fille avant ou après le meurtre. La cour s'est retirée et Ted est sorti les mains menottées comme toujours. Ses dossiers sous le bras, et en passant près de moi, il m'a dit « J'ai rien fait, j'y suis pour rien. » Mais je savais qu'il était coupable. Je suis sorti dans le couloir et j'ai vomi. Parce qu'il fallait bien accepter la réalité. Theodore Robert Bundy est déclaré coupable hors de tout doute raisonnable. Le sort de Ted Bundy repose entre les mains du juge Edward Cowart, qui annoncera cet après-midi s'il envoie l'ancien étudiant en droit sur la chaise électrique. Hier, le jury a écouté la mère de Bundy demander qu'on épargne la vie de son fils, mais la partie civile a rappelé le sort des victimes. Si seulement les mamans de Lisa Levy et Margaret Bowman avaient pu être présentes en ce 15 janvier 1978 pour demander qu'on les épargne. Bundy est condamné à mourir électrocuté. Mais sa condamnation marque le début de plusieurs années de manœuvres et de recours en appel au fur et à mesure que sa célébrité grandit dans le couloir de la mort. Quand on lui parlait, il nous regardait, mais on avait toujours le sentiment qu'il cachait quelque chose. Les forces de l'ordre disposent d'une liste de disparus recherchés par leurs services et par leurs familles. Mais Bundy continue de clamer son innocence. Le tueur en série recherche avant tout la preuve qu'il est l'individu le plus important du moment. Il cherche à faire tourner les autres en bourrique, à les amener au point où ils désespèrent de l'entendre confesser ses crimes. Mais tout du long, il reste dans la maîtrise.
C'est de ça qu'il s'agit, maîtriser son environnement. Au bout de 11 ans passés dans le couloir de la mort, Bundy se rend compte qu'il sera bel et bien exécuté et finit par avouer. Il avait menti à sa famille. Sa mère et sa femme, à l'époque, étaient persuadés qu'il était innocent. Et il a attendu le dernier moment pour leur avouer la vérité, pour leur dire qu'il avait commis ces meurtres. Ce n'était pas un geste d'humanité de sa part. Il pensait en retirer quelque chose, peut-être la possibilité de prolonger sa vie de quelques semaines ou quelque chose de ce genre. Quelques jours avant son exécution, Ted Bundy reconnaît les meurtres horribles d'au moins 36 jeunes filles à travers les États-Unis. Il avait abandonné plusieurs corps dans la montagne ou dans les bois, et il y était souvent retourné pour s'adonner à la nécrophilie. Parfois, il avait ramené des têtes chez lui. Ted Bundy passe sur la chaise électrique le 24 janvier 1989. Mais ce tueur de jeunes femmes innocentes est-il le fruit de la nature ou de notre culture? Enfant, a-t-il été détruit par le mensonge qui faisait de sa mère sa sœur? Plus tard, le rejet subi de la part de la fille de ses rêves a-t-il déclenché ses crimes? Ou bien Ted Bundy était-il simplement un tueur né? Je refuse de croire à cette histoire de mauvaise graine qui dit qu'un enfant est fichu dès qu'il vient au monde. Mais si un enfant qui tend à être violent naît dans un environnement maltraitant, alors c'est le terrain idéal pour donner naissance à un sociopathe sadique. Il n'était pas fou. Pas du tout. Il avait conscience de ses actes. Il dissimulait ses traces, mais il était accro. Il existe des éléments qui montrent qu'enfant, il n'éprouvait aucun attachement émotionnel profond. La personnalité de base est déjà présente à la naissance de l'enfant. Elle est modelée par son environnement. Si c'était un tueur né, il devait y avoir quelque chose dans son patrimoine génétique qui n'a eu besoin que d'un certain facteur déclencheur pour sceller son destin. Je suis convaincu que l'enfance de Ted Bundy a été marquée par des événements très inhabituels et potentiellement traumatisants. Ted Bundy n'est pas né tueur en série. C'est un choix qu'il a fait en grandissant parce qu'il sentait qu'il n'avait pas d'autre moyen de résoudre ses problèmes psychologiques sous-jacents. Bundy en personne a donné à l'officier pénitentiaire Paul Decker un aperçu effrayant de son mobile. Il était détendu et en train de se reposer quand je lui ai demandé « Ted, pourquoi avez-vous fait ça ?» Et il a répondu « Ça me plaisait ». Il n'était pas du tout question d'un problème mental qui l'aurait poussé à agir. Il aimait ça, c'est tout. Ça fait froid dans le dos.